The Global Blackout. La coupure électrique mondiale. Vidéo numéro 3. Le jour 1. Incompréhension du phénomène. Auteur Amar Belmostefawi. Illustratrice Karen Gallego. Vous trouverez nos coordonnées dans la description. Bonne écoute. Jour 1. Incompréhension du phénomène. À mon réveil, j'ai utilisé l'eau de ma baignoire pour faire ma toilette avec une bassine et un gobelet. L'eau était froide au premier contact. J'ai commencé à me laver les cheveux, le visage, les oreilles, le cou. Ensuite, j'ai savonné et rincé les aisselles 2 fois. J'ai fini par laver les parties intimes, l'aine et les pieds. Puis, je me suis brossé les dents et j'ai mis du déodorant. Cela peut vous paraître banal comme situation, sauf que je vais effectuer ce mode opératoire inlassablement pendant de longs mois, 2 à 3 fois par jour, dans la mesure du possible. Chaque geste sera réalisé de manière à économiser au maximum l'eau utilisée. J'ai ensuite pris mon petit déjeuner, biscotte beurrée avec un chocolat au lait froid. Puis j'ai décidé d'aller m'aventurer en ville. J'ai tout de suite été choqué par les mouvements des personnes. Idem pour la façon de se déplacer du public que je croisais. Ils déambulaient tous avec des gestes désordonnés. Je marchais sur le trottoir, le long du mur. J'ai préféré me rendre à pied en ville et laisser mon vélo dans mon appartement de peur de me le faire voler. J'ai été témoin de scènes de vol qui en finissaient aux mains. Les cris des personnes me faisaient accélérer le pas. La chose la plus improbable que j'ai vue, c'est mon coiffeur qui était ouvert. J'ai décidé de m'arrêter et d'échanger avec lui. Il m'a proposé de me couper les cheveux. Je n'ai pas pu refuser, moi qui ai des cheveux plutôt épais, qui demandent un entretien toutes les 2 semaines, au risque de ressembler à un Playmobil. C'est du moins ce que disait ma mère lorsqu'elle voyait que mes cheveux commençaient à prendre la forme d'un casque sur ma tête. De plus, je ne savais pas quand je pourrais me recouper les cheveux avec cette coupure d'électricité rendant la situation de plus en plus électrique. Nous avons parlé de tout et de rien, mais peu de la situation extérieure. Pour mon coiffeur, tout allait bientôt rentrer dans l'ordre. Mon instinct me faisait penser le contraire. Quand je ne voyais pas des gens s'unir pour briser des vitres et récupérer tout ce qu'ils pouvaient, je voyais des personnes courir dans les rues avec des caddies ou les bras chargés. Certains tombaient et se relevaient pour de nouveau courir. C'était une scène typique d'un film ayant pour thème la fin du monde. Des personnes surconsomment pour tenter d'oublier leur angoisse. Étant donné qu'aucun objet électronique ne fonctionnait plus, la plupart des matériels n'avaient aucune utilité. Avant de quitter mon coiffeur qui n'a pas jugé utile de me faire payer ma coupe, étant donné la situation, je lui ai demandé pourquoi il semblait si serein. Il m'a répondu avec le plus de calme possible que sa famille possède un magasin spécialisé en produits asiatiques et que la plupart des produits qu'il stockait se conservent longtemps. Il pouvait donc tenir 5 ans facile, sa famille et lui. C'est ce qu'on en appelle être prévoyant. En sortant de chez mon coiffeur, j'ai décidé de faire des achats réfléchis. J'ai pénétré dans un magasin spécialisé nature et bien-être. Je suis passé par la vitre et le grillage éventré. J'ai suivi un groupe de personnes qui voulaient se servir. Il n'y avait plus de boussole. De toute manière, je ne sais pas m'en servir. Par contre, en sortant, j'ai trouvé une paire de jumelles dans un rayon sophrologie. Je les ai prises. Je me suis dit que ces jumelles pouvaient avoir un intérêt pour moi si je décidais de m'aventurer à l'extérieur de la ville. Je n'ai pas trouvé de livre en rapport avec la survie en milieu urbain et dans la nature. Je me suis dit que cela pouvait également avoir un intérêt si la situation perdurait encore quelques jours. Je me suis rabattu sur une librairie et j'ai trouvé 2 livres sur le développement personnel et la pensée positive. J'ai jugé que ce genre de livre me permettrait de m'évader et de garder un état d'esprit positif. Vous pouvez prendre cela pour du vol, mais ces livres, tout comme les jumelles, surtout ces dernières, ont été d'une grande utilité par la suite et durant toute cette longue période de chaos. Et aussi étrange que cela puisse paraître, en se servant dans les magasins,
peu de gens ont cogité sur le long terme. Ils ont pensé à leur plaisir immédiat. J'imagine qu'une étude sur la dépendance des citadins au matériel aurait été la bienvenue à ce moment et pendant toute la période de la coupure électrique. Si quelqu'un avait pu filmer certaines scènes et les projeter au commun des mortels, ces derniers auraient eu des réactions d'effroi. Or, la plupart des personnes auraient agi de la même manière. Elles se seraient précipitées pour au moins récupérer le maximum de denrées alimentaires. Paradoxalement, un manque d'information et le fait de ne plus avoir de médias pour expliquer la situation a engendré une situation hors de contrôle pour les autorités et les secours. Sans communication, impossible de savoir si cette coupure a touché un pays, un continent, le monde. Impossible de savoir avec exactitude qui ou quoi est à l'origine de ce bouleversement. Ce manque de communication a provoqué un stress et une panique plus importante que le fait d'avoir un excès d'informations via les médias. Personne ne savait si et quand la situation allait être rétablie. Si j'avais demandé à chaque riverain que j'avais croisé la cause de ce raffut, j'aurais obtenu une version différente par individu. Pour ma part, j'espérais au moins avoir une version officielle de la part des policiers que j'ai croisés. Lorsque je me suis approché de ces agents, ces derniers ont tout de suite posé la main sur leurs armes et se sont montrés sur la défensive. Après les avoir salués pour tenter d'apaiser les tensions, j'ai demandé quelle était l'origine de ce manque d'électricité et si cette coupure était généralisée au niveau national. Je crois que j'étais la seule personne à leur poser ce type de questions. Ils se sont regardés et m'ont tout simplement répondu qu'ils n'en avaient pas la moindre idée. Pas très rassurant. À vrai dire, c'est à se demander si s'était posé la question de savoir quelle était l'origine du problème. J'ai continué mon déplacement en ville en tenant fermement mon sac en plastique contenant mes jumelles ainsi que mes livres. J'ai continué à longer les murs, me méfiant d'un éventuel groupe de personnes pouvant sortir d'une vitrine de magasin ou d'un coin de rue. Certains avaient le visage caché par un vêtement, des lunettes ou encore des casques. Il y avait ceux qui se servaient selon l'opportunité qui se présentait à eux. D'autres visaient des magasins tels que des bijouteries, bureaux de tabac ou des établissements type banque. Masqués ou pas, rien ni personne ne pouvait arrêter ce déferlement. Pas de militaires en vue. Juste des policiers dépassés par les événements qui prenaient zéro risque. Aucun instrument électrique ne fonctionnait, et encore moins les caméras. J'ai déambulé toute la journée en pensant trouver une réponse à mon questionnement. Aucun autre élément extérieur n'a éclairé mes pensées. J'ai tenté d'analyser la situation en profondeur, tout est passé au crible. J'ai examiné les gestes, porté attention aux regards que je croisais, j'ai observé le soleil, les nuages, essayé de ressentir le vent, une odeur quelconque, mais rien d'anormal ne paraissait se faire ressentir, mis à part le stress des gens par rapport à ce phénomène inexpliqué, étrange, qui n'avait jamais été recensé auparavant dans aucune région de ce monde, ni même dans les livres d'histoire. Il y a déjà eu des disparitions d'avions des radars, des légendes sur le triangle des Bermudes. Mais jamais il n'a été mentionné la disparition du phénomène électrique dans de telles circonstances. J'ai fini par rentrer avant la tombée de la nuit. Cette journée fut très éprouvante. J'ai parcouru de nombreux kilomètres à pied, mais j'ai aussi énormément réfléchi et mis tous mes sens à contribution. Ce fut un plaisir pour moi de rentrer me laver, toujours avec parcimonie. Je me sentais plus léger après m'être fait couper les cheveux et après ma douche. Quelqu'un est venu toquer à ma porte. D'habitude, lorsque mon voisin a réceptionné un colis pour moi,
Il sonne, mais étant donné que la sonnette ne résonnait plus, j'ai pris ma barre de fer, que j'utilise habituellement pour effectuer des tractions, et mon courage à deux mains pour ouvrir ma porte. Fort heureusement, ce n'était que mon voisin venu accompagné de son chien pour m'offrir un verre. J'ai proposé de passer d'ici le temps de m'alimenter. J'avais à mon tour des choses à raconter. J'ai donc de nouveau mangé ma salade de thon, accompagnée de pain de mie et une compote pomme-fraise. Je me suis ensuite rendu avec une plaque de chocolat chez mon voisin, histoire de ne pas arriver les mains vides. Je fus étonné de voir quelqu'un d'autre ouvrir la porte à sa place. C'était mon voisin bagagiste. Quand j'ai pénétré dans la pièce principale, j'ai compris que j'avais affaire à une réunion de crise. J'ai été très bien accueilli. Je me suis installé et est venu à moi un enfant de mon voisin bagagiste. Sa fille m'a tendu une assiette de pâtes toute chaude. On pouvait y voir, sur le côté de l'assiette, ce qui semblait être du thon à la tomate. J'ai tout de suite compris que je ne pouvais pas refuser ce repas. J'ai apprécié ce moment de partage. Après avoir tout mangé, vidé, j'ai posé la question de savoir comment mon voisin avait réussi à faire cuire ses aliments. Il m'a fait un clin d'œil, et voyant que cela ne me suffirait pas, il a fini par me demander de le suivre sur sa terrasse. Il m'a expliqué qu'il avait eu une formation militaire en forêt noire et qu'il avait appris les rudiments de la survie. Bien que résidant au rez-de-chaussée, je n'avais pas de terrasse me permettant de procéder de la même manière pour m'alimenter de plats chauds. Et je n'avais pas osé prendre l'initiative de faire un feu en dehors de mon habitation afin de ne pas choquer le voisinage. À ce moment, j'étais encore en mode bon citoyen. En retournant dans le salon, lors de nos échanges, j'ai tout de suite cerné la personnalité de chacun. Mon voisin militaire détenait un discours plutôt positif. Mon autre voisin qui avait vu un atterrissage d'urgence et qui avait tenté de porter secours à un avion qui s'était crashé quelques kilomètres avant la piste, était encore sous le choc et tenait plus un discours pessimiste. J'ai raconté ce que j'ai vu en me rendant au centre-ville. J'essayais de tenir un discours neutre, dépourvu d'émotion, pour ne pas saper le moral de mes voisins. Ils ont été très à l'écoute. À un moment, j'ai marqué une courte pause. Je pouvais voir les tasses de café de mes voisins ne plus fumer et mes voisins avec la bouche ouverte. Nous avons discuté des semaines à venir. Mon voisin, ancien militaire, a émis la possibilité que la situation était encore trop tôt pour que les gens commencent à s'entretuer et à former des clans pour attaquer les plus faibles. Je leur ai rappelé que j'avais déjà été témoin de scènes de violence. Il estimait qu'il était mieux de rester très discret dans les déplacements après une semaine de chaos. Il pensait qu'il était préférable de quitter la ville pour la campagne si nous avions un point de chute, car les métropoles seront assiégées par des gens peu fréquentables. J'ai trouvé que son discours avait un air de Mad Max. Il ajouta que si nous avons décidé rejoindre de la famille en campagne, il valait mieux partir ces prochains jours. Paradoxalement, il a expliqué que lui n'avait pas de famille et qu'il restera avec son chien dans son logement. Mon autre voisin envisageait de déplacer sa famille dans un lieu sécurisé afin de protéger sa femme et ses enfants. La question qu'il se posait était de savoir où se poser. Si le gouvernement avait envisagé cette situation, cela ne se mettrait pas en place avant plusieurs semaines. En attendant, ce papa devait subvenir aux besoins de sa famille. Après mûre réflexion, mes voisins ont donc décidé de faire une expédition dans un endroit où les personnes n'auraient pas forcément pensé à se rendre afin de récupérer le maximum de nourriture. L'aéroport. D'après mon voisin, il faudrait partir au lever du jour pour arriver après l'équivalent de 6 heures de marche. Il possède les clés de l'entrepôt servant de stock à la nourriture offerte aux passagers lors des longs courriers. La solution envisagée pour récupérer et déplacer tous les aliments était d'utiliser un chariot à bagages et de le charger au maximum.
Nous avons émis la possibilité de mettre au moins 8 heures pour déplacer cette charrette. J'ai proposé de nous déplacer de nuit pour éviter d'attirer l'attention et dans le but de ne pas être soumis à la chaleur d'été. Ils ont plutôt préféré opter pour une stratégie différente, celle de quitter l'aéroport le plus tôt possible après avoir fini le chargement. Leur but était de rentrer avant la tombée de la nuit. Après mon déplacement en ville et la réaction des gens dans les rues, je savais que nous risquions d'être confrontés à des personnes nous demandant de leur fournir à boire ou à manger, surtout à notre tour. Malgré mon désaccord avec eux concernant leur façon de procéder, j'ai décidé de les suivre dans un état d'esprit d'entraide. Je me suis donc empressé de me coucher après m'être rafraîchi et brossé les dents. C'est la fin de la vidéo numéro 3. Et vous, de quel objet vous seriez-vous emparé pour faire face à une situation de coupure électrique qui va durer dans le temps? La prochaine vidéo portera sur le jour 2, l'excursion à l'aéroport avec mes 2 voisins. En attendant, merci pour votre écoute ainsi que le visionnage de cette vidéo. À bientôt.